Bonjour, je suis Franck de J-Team pour un nouvel épisode de votre podcast Des Birdies plein la tête. Du rêve au projet, du projet à l'action et de l'action au succès. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Louis Tourtoulon qui nous reçoit virtuellement chez lui à Marseille, du côté de Marseille, non? À côté d'Avignon, ouais. Bonjour à tous, Avignon. bonjour Franck, bonjour Théo. Bonjour. Eh ben, merci, merci de nous accueillir donc, virtuellement chez toi aujourd'hui. Ravi, bienvenue. Alors, une petite présentation express. Tu es journaliste. Tu as notamment travaillé au service des sports de Canal, je crois, pendant une dizaine d'années, contribué aussi à Oui. d'autres médias dans le domaine du sport. Créateur de Golf Move, qui était Oui. un magazine vidéo sur le golf, on en parlera. Mhm. Puis il y a eu il y a la JLT Factory, qui est Mhm. ton activité principale maintenant. C'est, on peut dire, une agence de communication au sens global du terme, orientée au service du golf. Oui. Avec aussi une émanation de cette JLT Factory qui est la Golfers Team, Oui. avec là aussi un concept, une structure d'accompagnement pour des pros en devenir, on va dire, enfin des joueurs en devenir, des joueurs de golf. Tu es aussi co-auteur d'une biographie de Tiger Woods. Tiger Woods, l'homme aux deux visages, c'est ça? C'est ça. Avec Laurent Agostini, qui sera un de nos prochains invités, d'ailleurs. Super. Vous lui passerez le bonjour de ma part. Ben, on n'y manquera pas. Et donc, en gros, tu es un communicant, passionné de golf, j'imagine en tout cas, j'espère pour toi, parce que comme tu y passes une partie de ta vie, c'est bien que tu aies la passion pour ce sport. Mais on sent que tu cherches à travers tout ça à mettre des compétences, un savoir-faire au service du développement du golf en France. Alors, sacré pari ambitieux, pas forcément gagné, contexte qui n'est pas forcément toujours très porteur, ou en tout cas qui tellement de particularités qu'il demande vraiment plein d'adaptations, avec peut-être des obstacles, mais aussi des opportunités qui sont liées spécifiquement à la crise, à la situation qu'on traverse. On va parler de tout ça, mais comme à notre habitude, on va revenir aux sources, à la genèse, à savoir pour toi, donc, le sport, le golf, le journalisme. Quelle a été la première passion, la première étincelle qui t'a drivé pendant ta jeunesse? Ben, écoute, ça a été plutôt le côté journalistique. Moi, bon, donc je suis originaire du sud-est de la France. J'ai grandi entre Marseille et Aix-en-Provence. Après, j'ai fait un cursus en fac de droit avec un très très bon ami à moi. Et puis, j'avais toujours un peu dans un coin de ma tête. Alors, je ne suis pas un grand sportif, mais je suis fan de sport. Comme quoi, ben, on peut aussi y arriver par d'autres biais. Et j'avais effectivement dans un coin de ma tête d'être, bon, comme beaucoup, hein, je pense, baigné par les matchs de foot sur Canal, les matchs de NBA, ainsi de suite. Donc, je regardais pas mal, je consommais pas mal de matchs de sport en général, que ce soit basket ou foot ou autre. Et je me disais, bon, tiens, ça peut être intéressant, pourquoi pas, voilà, dans un rêve un peu fou, être commentateur à Canal+. Finalement, bon, au gré de différentes choses, je me suis retrouvé sur Paris. J'ai un de mes frères qui m'a aidé financièrement. J'ai fait une école de journalisme non reconnue par la profession sur Paris. En équivalence, je suis rentré en dernière année. Et puis après, ça a été un peu un cursus accéléré. Je suis arrivé à AB Sport à l'époque, donc en tant que stagiaire. AB Sport a été racheté par le groupe Pathé, c'est devenu Pathé Sport, donc les cinémas. Et puis Pathé Sport a été racheté par le groupe Canal et est devenu Sport Plus. Et me voilà donc ensuite arrivé dans la grande famille de Canal par ce biais-là. Et puis j'ai progressé, j'ai avancé, j'ai intégré effectivement donc le service des sports de Canal et je me suis retrouvé commentateur de foot, commentateur de golf aussi. J'ai découvert justement le golf donc par l'intermédiaire de mon métier. C'est d'ailleurs Dominique Larech qui m'a donc enseigné mes premiers cours de golf. Donc, c'est un ami d'homme. On se côtoie assez régulièrement. Et puis voilà, donc ça c'est arrivé assez vite. Et c'est vrai que bon, je regrette absolument pas justement donc toute cette partie de ma vie. Hein, c'est assez loin maintenant, mais je suis arrivé sur Paris donc en fin des années 90, donc 98 exactement.
Et puis, je suis reparti de Paris après ma carrière à Canal. C'était courant de l'année 2012. Voilà. Et donc, Donc, ça fait maintenant 8 ans que je suis parti. tes premiers rêves de gloire ou en tout cas de réussite, c'était journaliste à Canal+, enfin journaliste sportif à Ouais, Canal+. c'est ça. Exactement. Exactement. Voilà. Donc, j'y suis parvenu. Donc, tu vois, Théo, comme quoi, il faut jamais lâcher. Et tout est possible. Cool. Et alors, oui, vas-y. Donc la Bah oui. formation. Quelle a été ta formation initiale en journalisme? Ben, comme je le disais justement, donc ça a été une école de journalisme par équivalence. Donc, je suis rentré en dernière année. Mais selon moi, c'est vrai que alors, le journalisme, pour moi, c'est un métier vraiment passion aussi, où on peut apprendre sur le tas. D'ailleurs, il y a plein de personnes que j'ai côtoyées pendant de nombreuses années à Canal qui n'étaient pas forcément issues du milieu journalistique et d'une école de journalisme à la base. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de ramifications. Ben, ce que vous faites aussi, vous, avec votre média des birdies plein la tête, ben, c'est aussi justement une œuvre journalistique. Hein. Vous interviewez des gens, ainsi de suite. Vous recueillez un petit peu tout leur cursus, leur parcours. Et forcément, c'est vrai que c'est aussi très important. Et je pense que dans le prolongement, on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, c'est ce qui fait que justement tout s'entremêle à l'heure actuelle, à l'ère du digital, voilà, avec les influenceurs, ainsi de suite, les médias, Internet, la presse écrite, la télévision. Donc, c'est une grosse machine à laver, j'ai envie de dire, employer ce terme-là. Et après, donc moi, j'ai été donc dans ce cursus-là, mais c'est vrai que l'école de journalisme en elle-même ne va pas t'apprendre à gérer ton stress en direct ou autre. Moi, j'ai vraiment appris mon métier sur le tas, aux côtés de grands journalistes que j'ai côtoyés pendant de nombreuses années et j'ai progressé comme ça. Donc voilà, le cursus scolaire dans le journalisme est important. Moi, c'est vrai que si vous avez envie, peut-être ceux qui nous écoutent, de devenir journaliste et commentateur sportif notamment, ben, il faut essayer justement de faire une école reconnue par la profession. C'est très important parce que il faut avoir aussi un bagage scolaire le plus important possible. Et pour après, justement, essayer d'aller puiser des expériences avec des stages ou autres dans différents médias. C'est super important. Cependant, c'est vrai qu'on l'a vu aussi avec l'arrivée des YouTubeurs, eh bien, chacun maintenant peut aussi créer du contenu, commencer à générer une communauté autour de lui et justement devenir un petit peu en quelque sorte son propre média. C'est ce que D'accord. je propose aussi justement au golf avec lesquels je travaille dans le cadre de JLT Factoring. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et justement, comment se sont passées les premières années en tant que journaliste? Comment était la vie d'un néo-journaliste? C'est un métier passion, comme je le disais, donc c'était super, franchement. Après, c'est vrai que bon, commenter des matchs de foot ou autre, c'est le rêve de beaucoup de personnes. Je me suis retrouvé vraiment là-dedans avec cette envie, le partage aussi. J'ai eu très rapidement de très bonnes relations avec mes collègues, avec mes confrères. Et après, ça a été une progression. Donc, c'est vraiment un métier passion. Hein. Donc, on ne compte pas ses heures, on s'investit à 200%. On travaille énormément le week-end, forcément, puisque en étant commentateur sportif, la majeure partie des matchs de foot ou autres ont lieu essentiellement le week-end. Donc, il faut aussi réussir à préserver la vie de famille et la vie professionnelle. Ce n'est pas toujours évident. Et moi, j'ai toujours voulu justement aussi préserver ma vie de famille en plus de mon métier. Et ce qui fait que peut-être aussi, on fait des choix à certains moments où essayer justement de ne pas être trop focus sur le travail et aussi pour préserver justement une vie familiale. Alors, on parle d'une époque, c'était le début des années 2000, où le commentateur sportif était peut-être un peu moins valorisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément de plateaux avec des experts qui débriefent, etc. Donc, il y a une mise en avant de cette compétence d'analyse du sport, qui était peut-être un petit peu moins le cas il y a 10-15 ans. C'était un milieu un peu plus confidentiel, un petit peu plus fermé peut-être qu'aujourd'hui ou
Oui, pas seulement, mais c'est vrai que bon, moi à l'époque, la rédaction des sports de Canal+, était la plus grande rédaction d'Europe, hein, pour vous resituer un petit peu. Donc on était à peu près, je crois, plus de 120 journalistes donc, en permanent, en CDI au sein de la rédac des sports de Canal. Donc c'est vrai que c'était une grande fourmilière et il y avait aussi plusieurs secteurs justement au sein de la rédaction. Alors il y avait la rédac foot, la rédac rugby, la rédac omnisport. Donc voilà, tout le monde se côtoyait sur deux étages et chacun créait ses propres contenus. Donc après, c'est vrai qu'il y avait quand même aussi des personnes qui étaient donc présentateurs ou présentatrices, hein, sur les émissions phares, notamment l'équipe du dimanche ou jour de foot. Et donc du coup, en fait, il y avait à chaque fois des équipes qui étaient dédiées à ces créations de contenu spécifiques avec chacun justement sa tâche à effectuer, que ce soit un résumé ou ainsi de suite, ou le commentaire. Et après, à chaque fois, il fallait donc que tout le monde soit bien informé de la tâche qu'il avait à faire, du produit qu'il devait rendre en temps et en heure pour que justement, après, donc, l'émission puisse être construite et être diffusée en direct. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, il y a eu voilà, la grande mode justement des émissions en plateau avec les experts. C'est d'ailleurs Cyril Linette, que j'ai côtoyé pendant de nombreuses années, qui avait lancé l'émission Les Spécialistes, qui marchait très très bien à Canal à l'époque, et qui a été un petit peu justement l'émission qui a lancé ce concept de réunir plusieurs experts en plateau pour débattre justement et revenir et débriefer donc voilà, de l'anglicisme des débriefings, donc tous les matchs de foot ou autres. Voilà. Donc, et c'est vrai qu'on retrouve maintenant un petit peu ce modèle dans tous les plateaux, dans toutes les chaînes de télévision. C'est avant, pendant et après, et après, le débrief du débrief. Donc, C'est ça, ça fait vivre du monde. Ouais. c'est ça, exactement. Tu as eu des inspirations ou des mentors dans tes débuts? Enfin, qui t'ont guidé ou... Les mentors, pas vraiment, mais c'est vrai que bon, c'était marrant parce qu'après, voilà, moi je regardais à l'époque des matchs de NBA avec Eric Bénard et Georges Eddy, et puis je me suis retrouvé voilà, à travailler avec eux. Donc, je les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent, hein, mais bon, mais c'est vrai que pas essentiellement des mentors. Après, il y a des personnes qui s'imposaient naturellement par leur classe, leur talent. Je pense notamment à Thierry Gilardi, que je n'ai pas eu malheureusement la chance de bien connaître parce que quand moi je suis arrivé un peu à la rédac foot, il était déjà parti sur TF1. Donc voilà, Michel Denisot, bien entendu, aussi, que j'ai malheureusement aussi, j'ai pas eu vraiment la chance de bien côtoyer. Charles Guetry non plus, parce que il était aussi parti à mon époque. Mais il y a aussi Grégoire Margoton, que lui, j'ai eu vraiment la chance de côtoyer et de connaître, qui est pour moi, encore à l'heure actuelle, une des références dans le milieu du commentaire sportif. Donc, c'était foot, un peu de beach aussi, beach Ouais, soccer. le beach soccer, ouais. Le beach soccer, ouais. Donc ça, ça a été aussi une superbe expérience. C'est un peu voilà, mon sport de cœur parce que justement, j'ai commenté le beach soccer pendant de très nombreuses années. Ça m'a permis de voyager aussi, notamment au Brésil, de commenter aussi chez moi à Marseille, sur la plage du Prado. Ça, c'était des moments très, très forts aussi. Et puis de côtoyer la famille Cantona, les trois frères. Donc Jean-Marie, Joël et surtout Eric, qui était à l'époque donc l'entraîneur joueur de l'équipe de France de beach soccer. Voilà. Donc je les salue aussi s'ils me regardent. Je vous fais une grosse bise, les gars. Mais qu'est-ce qui. Parce que, bon, il y a cette image du monde de la télévision, peut-être un peu de copinage, peut-être un petit peu de. Est-ce que tu as vécu ça et comment, d'une façon. Comment tu as fait ton chemin dans cet univers-là? Bah, j'ai fait mon chemin toujours un peu comme je pense. Enfin, après, je sais pas, il faudra peut-être poser la question à ceux qui me connaissent aussi ou qui m'ont côtoyé. Moi, je pense personnellement d'être quelqu'un d'assez sincère et de droit. Donc, j'ai fait mon chemin avec mes armes. C'est sûr que j'étais peut-être pas le meilleur commentateur ou autre, mais il faut savoir qu'à Canal à l'époque, je pense qu'on était tous des très bons commentateurs. Forcément, il y avait un niveau, une hiérarchie qui s'est instaurée. Mais c'est vrai que certains de nos responsables disaient aussi, bon, ben, entre guillemets, celui qui est le moins bon commentateur de Canal, il sera largement numéro un dans toutes les autres chaînes de télévision. Donc, et je partage un peu cet avis parce que c'est vrai qu'à l'époque, si vous étiez donc fan de sport, commentateur, journaliste, il fallait être à Canal+.
Donc voilà, après c'est vrai qu'à l'époque aussi, il faut resituer, il y a eu beaucoup justement de création de chaînes avec Orange Sport ou aussi TPS, un bouquet satellite qui voulait concurrencer le bouquet CanalSat. Et ensuite, donc, il y a eu une fusion entre les deux. Canal+, donc, a racheté TPS et on s'est retrouvé justement à récupérer aussi pas mal de journalistes issus de TPS donc, et d'Infosport et qui sont pour la plupart encore à Canal+ aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et le golf, ça arrive comment et quand Ben, le golf, c'est arrivé très très vite aussi dans ma carrière parce que justement, j'étais pas encore commentateur à l'époque. Donc, c'était au début des années 2000. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est Dom Laretsch qui m'a donné mes premiers cours de golf. Et comme beaucoup, c'est vrai que, alors moi, j'avais jamais touché un club de golf avant d'être sur Paris et de devenir commentateur. Et puis, ben, j'ai eu le virus, quoi. Donc très rapidement, je me suis retrouvé passionné. C'est vrai que de notre côté, comme on travaillait beaucoup le week-end, on avait nos jours de repos en semaine, ce qui nous permettait avec des amis donc de jouer très régulièrement. D'ailleurs, avec le recul, j'ai jamais autant joué au golf quand j'étais commentateur de golf. Et maintenant depuis que je suis chef d'entreprise et que je vis dans le sud, je suis tout le temps sur des parcours de golf, mais je joue pratiquement plus. Donc ça, c'est très problématique. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Mais c'est vrai qu'après, ça a été voilà, une vraie passion. Et puis, j'ai découvert un peu aussi l'envers du décor. Alors, à l'époque, il y a aussi un secteur que l'on connaît très peu dans le milieu des médias. Ce sont des chefs d'édition. Donc, justement, ce sont des personnes qui sont chargées de préparer les programmes et de superviser un petit peu, justement, donc, le bon fonctionnement et la création de ces programmes-là. Et à l'époque, donc, moi, j'étais chef d'édition sur le circuit américain de golf avec, justement, François Delmotte et Dominique Laretsch qui étaient les commentateurs. Et on n'avait pas encore les systèmes informatiques que l'on avait aujourd'hui. Et donc, on recevait les faisceaux donc, et on enregistrait les faisceaux sur des cassettes. Et après, il fallait reformater le programme qui allait être diffusé et commenté en direct par les commentateurs. Et donc, j'étais chargé justement de dire ben, on garde ça, on enlève ça, ainsi de suite, avec un technicien à mes côtés pour justement donc, progresser ça. Et ce qui m'a fait aussi à l'époque donc, connaître la rédaction d'Eurosport puisque j'ai eu quand même pendant de très nombreuses années donc, un emploi de pigiste, donc travailler à la tâche justement, où je travaillais un petit peu dans différents médias et notamment à Eurosport. D'accord. Au groupe Canal, tu as travaillé avec Thierry David du coup Oui, oui, oui. Ben, Thierry David est un très bon ami. Ouais. Ouais. On l'avait la semaine dernière. Oui. Ouais. Voilà. Alors, il faut savoir pour l'anecdote en plus que Thierry est golfeur, hein, passionné comme moi. Il est gaucher, moi aussi je suis gaucher. Et donc, il a débuté avec mes clubs. Voilà. Donc, sur le parcours de l'Isle-Adam, on habitait à côté. Donc, voilà. Et Thierry a découvert le golf avec mes clubs. Donc, Thierry, si tu écoutes cet entretien, je te salue aussi. Je te fais une grosse bise. Très bien. Alors, à quel moment, donc là c'est une belle aventure, les débuts, toutes ces choses-là, à quel moment tu commences à te dire qu'il va peut-être falloir que tu ailles faire ta vie ailleurs? C'était 2000, aux alentours de 2010 à peu près. Voilà, ça devenait un peu plus compliqué parce que il y avait pas mal de choses aussi qui ont évolué entre-temps. Donc moi ensuite, je suis parti au sein de la rédac Omnisport pour justement m'occuper aussi du golf en particulier avec Christian Ledan et Sébastien Audou. Et puis, je commentais beaucoup de tournois à l'époque. Donc, bon, ça se passait très, très bien, mais petit à petit, c'est vrai que j'avais d'autres idées en tête et notamment le fait de créer du contenu pour valoriser un petit peu plus le golf dans son ensemble et notamment la filière. Donc, ça me trottait de plus en plus dans la tête. Et puis, il y avait aussi l'envie de redescendre vivre dans le sud. Donc, bon, après, il faut savoir aussi que ma femme est originaire d'Île-de-France. Donc, mes enfants sont nés aussi en région parisienne. Mais c'est vrai que, alors je crois que vous habitez à Nantes, hein, donc voilà. Donc c'est vrai que bon, quand on est provincial et qu'on côtoie la vie parisienne aussi, à un moment donné, cette effervescence en permanence et tout ça, ça me pesait de plus en plus. Et puis aussi le manque de soleil. Et du coup, voilà, on avait envie aussi de faire un choix de vie et de tenter quelque chose d'autre. Et donc, ça a été un petit peu accéléré justement fin 2011, début 2012. Voilà. D'accord. Et donc, la première idée avec laquelle
est-ce que tu pars avec quelque chose ou est-ce que tu décides d'arrêter et tu te laisses le temps de réfléchir? Comment ça se Non, je pars avec quelque chose en tête. Ouais. Donc, le premier projet a été, justement, tu en as parlé, Golf Move. Donc voilà, ça a été vraiment de créer un petit peu, en quelque sorte, l'ancêtre de Golf Plus le mag que vous voyez tous les lundis sur Golf Plus, le premier magazine en vidéo consacré à l'actualité du golf. Voilà. D'accord. Donc là, on est en 2012. Donc, moi, je pars de Canal. Je réfléchis un petit peu au projet et puis je le lance en 2013. D'accord. La possibilité de lancer un projet comme ça à l'intérieur du groupe, c'était pas possible ou tu n'étais peut-être pas en position de le porter ou comment? Non, c'était pas possible parce que on travaillait déjà en flux tendu au niveau du golf. On était trois pour couvrir l'intégralité des tournois et c'était pas possible humainement et matériellement aussi et financièrement parlant de pouvoir créer des contenus comme celui que je voulais parce que ben, justement c'était le golf aussi. Alors même si c'est très suivi par de nombreux passionnés. Il faut savoir aussi, il faut remettre dans le contexte que forcément, ça ne fait pas les plus grosses audiences du groupe Canal+, et que donc, ben, il n'y a pas vraiment des besoins pour les principaux responsables de Canal+, de dégager beaucoup de moyens pour justement créer encore plus de contenu et différentes émissions autour du golf. D'accord. D'autant plus que oui, on est tout début des années 2010, il n'y a pas encore toutes les chaînes qu'on connaît Non. avec des grandes spécialisations. Avec, Ouais. Moi, enfin, ça existait déjà pas mal, hein, parce qu'il y avait Foot Plus, par exemple, ou autre. Donc, sur des gros sports, euh, donc c'est énorme. voilà, ou Sport Plus qui existait aussi et qui était une chaîne omnisport. Il y avait l'équipe 21 à l'époque, donc qui commençait aussi à vraiment émerger et à s'installer dans le paysage audiovisuel. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore Golf Plus. Et donc, moi, je suis parti en fait juste avant la création de Golf Plus. D'accord. Voilà. Alors, Golf Move, c'est l'idée d'un magazine hebdomadaire Oui. en vidéo qui présente l'actualité du golf dans le monde en français. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça, j'ai fait à peu près 35 numéros en 2013. Donc, pour le lancement, je suis parti à Abu Dhabi pour le premier gros tournoi de la saison du circuit européen, où il y avait justement, on a eu l'occasion de suivre une partie de raid avec Tiger Woods et Rory McIlroy. Donc, on a fait le lancement officiel de ce média donc en début 2013. Et c'est vrai qu'après, bon, ça a été un peu des péripéties, un peu compliqué, mais je regrette absolument pas parce que justement, avec le recul maintenant, on est en 2020, j'avais toutes ces idées en tête en 2010 à peu près. Donc, il s'est passé 10 ans, mais c'est vrai que Golf Move m'a permis justement alors de développer d'autres compétences aussi, puisque à l'époque, moi, j'avais jamais touché une caméra de ma vie, j'avais jamais fait de montage ou autre. Et donc, du coup, au fur et à mesure, j'ai gagné en compétences dans ces secteurs-là. Et du coup, bon, j'ai pas lâché, même si ça a été compliqué. Et ça m'a permis ensuite d'arriver maintenant en 2020 avec d'autres idées et une nouvelle approche justement aussi de l'univers du golf et de l'accompagnement dans le cadre de JLT Factory. Voilà. Et on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. C'est vrai que maintenant, Golf Move, qui était au départ, va devenir aussi un petit peu, revenir un peu au centre de tout ça, parce que au gré de mes créations de contenu, on l'a vu aussi avec les interviews confinées là, que je fais à l'heure actuelle, je réalise de plus en plus de contenu vidéo. Et du coup, il va falloir que tout ce contenu puisse s'agréger sur une sorte de plateforme. Et justement, on est en réflexion par rapport à la création de cette plateforme. D'accord. Alors, à la base, quand même, quand tu t'embarques dans cette aventure-là, ça représente quoi? C'est-à-dire, tu t'en attends quoi et ça demande un financement, tu mets de l'argent sur la table, tu prends des risques et t'attends quel retour, pour le coup, quand tu crées Golf Move? Ben, j'attends en fait le prolongement voilà, de ma vie de futur entrepreneur, quoi. Donc, c'est mon projet de vie, mon projet entrepreneurial. Donc, il faut savoir quand même que bon, lorsqu'on est journaliste en CDI à Canal, donc même si j'avais pas le plus gros salaire, mais c'était quand même moi le plus gros salaire au sein de ma famille. Et ben, alors ensuite, voilà, il y a un projet, c'est un choix de vie. Avec le recul, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué aussi voilà, de tenter un choix de vie et un projet de vie comme celui-ci.
Voilà, c'était pas évident, mais maintenant avec le recul aussi, je regrette absolument pas et ça m'a fait grandir. Ensuite, tu disais au début quand tu m'as présenté, effectivement, je pense que je suis toujours journaliste, mais je n'ai plus ma carte de presse. Moi maintenant, je me sens véritablement entrepreneur, chef d'entreprise. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est très important. Ça m'a permis de mûrir et je pense que j'ai toutes les armes donc à l'heure actuelle pour affronter aussi une crise comme celle que l'on vit actuellement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu arrêtes? Donc tu dis, j'en fais 33, 35 numéros. Qu'est-ce qui fait que tu dis, bah, il n'y en aura pas un 36e parce que, ou peut-être qu'il y a déjà une nouvelle idée qui vient, mais Non, c'est le manque de cash flow tout simplement, hein. Donc, moi, j'ai englouti, à l'époque, comme je le disais, j'étais pas, je ne pouvais pas tourner ou monter. Donc, du coup, j'avais une personne qui m'aidait justement dans ces tâches-là, que je rémunérais aussi. Donc, du coup, voilà, j'ai dépensé à peu près plus de 50 000 euros en l'espace d'un an. Donc, après, il y avait, il y avait d'autres personnes justement ou d'autres médias qui normalement devaient m'aider dans justement le renouvellement et le fait de pouvoir faire perdurer cette idée-là. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc j'ai été obligé d'arrêter. Donc avec le recul, forcément, je m'aperçois que je suis peut-être parti trop vite dans cette création-là, qu'il fallait peut-être un peu plus parfaire le projet. C'est vrai que voilà, on parle beaucoup des startups depuis de plusieurs années. Peut-être aussi être un peu plus dans un format startup. Pourquoi pas aussi voilà, finaliser un peu plus le projet à l'état théorique, essayer de lever des fonds et puis hop, dès qu'on était suffisamment fort, pouvoir lancer tout ça. Voilà. que Mais les revenus, c'est vrai que les revenus, c'était des abonnements, c'est ouais, ça? alors en fait, à la base, je voulais lancer une plateforme sous abonnement parce que forcément, il fallait aussi trouver un revenu, une source de revenus pour pouvoir financer la création de ce contenu, qui est donc encore une fois très chronophage et qui demande beaucoup de ressources. Et donc oui, c'était un abonnement. J'ai très rapidement eu des abonnés, mais là aussi, on en revient au manque de cash flow et de revenus. C'est que je n'étais pas suffisamment connu pour pouvoir justement donc, adresser ce contenu-là ou me faire connaître à l'intégralité des golfeurs de France et francophones aussi, puisque c'est un média qui peut aussi être diffusé par l'intermédiaire d'Internet dans tous les pays francophones. Et du coup, voilà, j'ai été contraint d'arrêter par rapport à ça. Ok. Donc alors, première expérience, et derrière ça, tu embrayes tout de suite sur donc GMT Factory, qui est une espèce de continuité, mais sous une autre forme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes à travers Oui, alors au sein de JLT Factory, ben, c'est effectivement, comme tu le disais, le prolongement un petit peu de la première expérience avec GolfMove. C'est-à-dire que moi, en fait, avec mon expérience de commentateur à Canal, j'étais, comme tous mes confrères, hein, focus sur le golf professionnel. Donc à commenter toutes les semaines des tournois, les plus grands champions. Et je me disais, ben, c'est ce que les golfeurs attendent. Donc c'est vrai que si tu revois un peu les épisodes de GolfMove, il y avait une grosse partie consacrée au tournoi de golf, au tournoi professionnel. Mais je me suis aperçu au fur et à mesure que j'étais de plus en plus dans différents clubs de golf de la région sud, que les golfeurs étaient surtout intéressés par l'actualité de leur club et aussi leur propre personne. C'est vrai qu'un golfeur, voilà, il a envie de jouer au golf, ainsi de suite, il a envie de faire une bonne partie avec ses potes, de boire une bière derrière. Et donc, il consomme, selon moi, du contenu sur sa passion différemment. Donc après, moi, je ne voulais absolument pas concurrencer Canal, mon ancienne maison ou autre. D'ailleurs, j'ai toujours de très bonnes relations avec eux, puisque je leur fournis du contenu assez régulièrement. Mais je voulais donc apporter un peu ma pierre à l'édifice et créer du contenu différemment. Et cette idée m'est venue justement avec ces retours d'expérience dans les golfs. Et je me suis dit, il faut réussir à accompagner les golfs pour que justement, en créant du contenu sur l'actualité des golfs que je vais accompagner, eh bien, ces golfs vont devenir leurs propres médias. Et ensuite, on va, avec l'avènement des réseaux sociaux, on va proposer ce contenu à la clientèle des golfeurs membres, mais aussi aux extérieurs pour qu'ils puissent justement se dire, tiens, ça peut être sympa de découvrir le golf international de Pont-Royal ou le U-Golf Avignon-Châteaublanc. Voilà. Et donc, du coup, ça a fait effet boule de neige. On crée du contenu tous les mois.
Et on a de vrais retours d'expérience maintenant, comme quoi ça fonctionne. La transition entre Golf Move et JLT, ça s'est fait là aussi naturellement. Tu avais déjà commencé à produire du contenu et à diffuser du contenu pour JLT quand tu as arrêté Golf Move, ou il y a eu une rupture entre les deux et un redémarrage après? Non, il y a eu une rupture entre les deux, en ce sens où moi, je continuais encore à commenter quelques tournois ou autres, alors que ce soit pour Golf Channel France ou aussi Golf Plus. Je remontais assez régulièrement. Également aussi sur beIN Sport, puisque beIN Sport, à l'époque, avait récupéré les droits du beach soccer. Et donc, comme c'était des anciennes canals, ils avaient fait appel à mes services pour commenter ces matchs-là. Donc voilà. J'avais toujours un peu cette partie commentaire aussi où je faisais des allers-retours en moyenne une fois ou deux fois par mois. Après, c'est essayer de relancer quelque chose. Alors, il y a eu d'autres expériences, toujours un peu dans l'univers des médias et de la création de contenu. C'est vrai qu'ensuite, je me suis dit, bon, j'ai une compétence, apparemment j'ai un savoir-faire. J'ai aussi justement des gens qui me disaient régulièrement que c'était plutôt intéressant ce que je mettais en place et que ça avait peut-être le mérite d'exister. Et donc je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer de repenser un petit peu tout ça et de le mettre à la sauce JLT Factory. Voilà. Donc, Okay. Il y a de la persévérance, hein, parce que voilà, il y a des tentatives, ouais, ça ne marche pas toujours du premier coup. ouais, complètement. Il y a les Non, non, pigeons mais c'est clair. volontaires pour dire allez, on se donne les moyens de durer. Donc c'est important Ouais. tout ça. Hein, c'est Ah important. ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que avec le recul maintenant, vraiment, je me sens chef d'entreprise parce que avec tout ce que j'ai vécu là, ben, c'est un peu comme la carrière que va peut-être vivre Théo, hein. Il y a des hauts, mais il y a beaucoup de bas. Je me suis très souvent dit que j'avais fait la pire erreur de ma vie en partant de Canal+ dans les premières années. Voilà, même à l'heure actuelle, au moment où on enregistre cette interview, faut pas croire que j'y suis arrivé, hein, c'est loin d'être le cas. Mais c'est vrai que tout ce que j'ai mis en place auparavant me conforte encore un peu plus dans ma position et ma vision que j'avais à l'époque. Parce que eh bien, tout le phénomène technologique que l'on vit, que l'on a vécu ces dernières années, me font dire qu'effectivement, tout le monde maintenant doit devenir son propre média, adresser du contenu professionnel si possible, de plus en plus professionnel, pour justement fédérer une communauté autour de lui. Et c'est vrai que, moi, notamment, on parlera peut-être de Golfer Sim tout à l'heure, mais je suis toujours en veille très active sur d'autres médias, que ce soit l'Observatoire du sport business ou autre. Et je vous encourage d'ailleurs à lire pas mal d'articles de spécialistes du marketing digital, du sport digital ou autre, qui justement, comme ce que je pensais aussi, disent que maintenant, y compris les fédérations, doivent adresser leur propre contenu à leurs fans, à leurs licenciés. Vous avez peut-être vu aussi l'émergence de la plateforme digitale de la Fédération française de tennis qui a été diffusée, lancée récemment. Et pour moi, je pense que l'avenir du sport, notamment en France, mais dans le monde, se situe aussi par la création de ce type de contenu. Ouais, se rendre accessible à un public de la façon dont il a l'habitude de consommer du contenu, plutôt que d'attendre qu'ils viennent à vous Exactement. sous une forme ou une autre, parce qu'on est plus habitué. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est une véritable problématique aussi, je pense, pour tous les médias, puisque forcément, la majeure partie des médias, et là, je parle de presse écrite, de radio ou de télévision, eh bien, c'est soit un fort audimat et donc on est rémunéré par la publicité, soit un système à la Canal+, où on a des abonnés. Donc, voilà, il n'y a pas de… Il y a, je pense, selon moi, un troisième modèle économique qui va commencer à arriver avec justement l'émergence de ce type de contenu, fédérer une communauté autour des réseaux sociaux et puis pourquoi pas aussi leur permettre de s'abonner à terme ou d'avoir des partenaires qui vont se dire bah, tiens, ce contenu est intéressant et je souhaite associer mon image à ce type de contenu. Et c'est redoutable parce que la technologie permet quelque chose qui a toujours été flou finalement, même s'il y avait des études sur les retours de publicité, sur l'audimat, sur ces mesures-là, qui étaient quand même assez floues. Et pour un annonceur, finalement, le fait de mesurer le retour sur investissement direct
du fait de prendre 30 secondes de pub sur tel ou tel canal, enfin sur tel ou tel créneau, je veux dire, il y avait quand même une espèce de zone de flou. Donc, Complètement. c'était tout l'art des vendeurs de vendre ça très très bien et très très cher, mais il y avait toujours une zone de flou. Là, maintenant, avec le numérique, on sait très précisément si les gens ont cliqué, combien de temps ils ont regardé, etc., etc. Donc, il y a beaucoup moins le droit à l'erreur. Et c'est assez confrontant, finalement, pour des professions qui pensaient maîtriser leur métier et leur audience et qui, là, sont à nouveau remis au défi de dire prouvez-nous qu'effectivement, quand vous nous mettez du contenu, qu'il est vraiment consommé, que les gens réagissent aux appels à l'action, etc. C'est un moment de vérité, en fait, pour ce métier-là. Ah ouais, complètement. Non, mais c'est clair. C'est pour ça que moi, je considère que les médias aussi vivent une véritable révolution à l'heure actuelle et que toutes les rédactions de France, mais aussi dans le monde, sont véritablement impactées. Donc, forcément, ça va être encore très compliqué, je pense, dans les prochaines années. Mais c'est vrai que voilà, Canal+ aussi a lancé un plan de départ volontaire. Alors, l'éditorial n'était pas touché, mais même Canal+, justement, avec le nouvel actionnaire majoritaire, donc Monsieur Bolloré, revoit un petit peu aussi sa copie, est passé d'une chaîne en fait de création de contenu, donc plutôt éditorial, groupe éditorial, à une chaîne plutôt de distribution. Donc, justement, pour diffuser via ces différents canaux de diffusion tout le contenu qu'elle va avoir avec justement d'autres partenaires. Et c'est pour ça que Canal est encore en position de force, même s'il crée encore du contenu à très forte valeur ajoutée. On le voit encore une fois dans le sport. Ils excellent toujours dans ce secteur-là, mais aussi dans les séries. Mais ensuite, ils laissent peut-être partir des droits premium comme le football, par exemple, à Mediapro. Sauf que Mediapro, s'ils veulent rentabiliser leur investissement, qui est tout simplement énorme, il va falloir qu'ils trouvent un arrangement avec Canal+ pour pouvoir justement bénéficier des nombreux abonnés qui sont toujours sur Canal+ et CanalSat. Donc, voilà, et il faut tout repenser. Et je pense aussi que des petits médias peuvent aussi tirer leur épingle du jeu de par leur agilité. Ouais. De toute façon, tu parlais des startups tout à l'heure, il y a aussi l'innovation technologique, souvent elle vient de toutes petites startups qui ensuite sont rachetées par des grands groupes parce que justement, eux, ils ont la taille et la puissance financière d'optimiser le potentiel de cette création, mais ils n'ont pas, ils n'ont pas la capacité de nourrir tout ça en leur sein. Et c'est la même chose avec la production de contenu. Le gars qui fait des petits reportages dans son quartier, à un moment, ça va être intéressant pour une chaîne comme Canal de racheter ce type de contenu, mais ils ne peuvent pas entretenir une myriade de petits reporters qui vont faire ça dans tous les quartiers. Donc, on retrouve un peu la même logique. Ouais, c'est exactement ça. Après, c'est vrai que il y a toujours aussi le modèle économique. Alors, voilà, on va parler aussi peut-être de quelqu'un que vous avez aussi interviewé, que vous allez interviewer, qui s'appelle Lionel Baucher, hein, que je connais un petit peu aussi, le fondateur du blog de la Petite Balle Blanche, voilà, qui est plus sur un modèle aussi collaboratif, où justement il a des contributeurs qui l'aident à créer ce type de contenu, mais il n'a pas dégagé un modèle économique pour faire vivre la Petite Balle Blanche. Lionel est passionné de golf aussi comme nous, et donc du coup, forcément, c'est un peu plus compliqué. Moi, c'est mon métier, donc il faut que je réussisse à en vivre, et c'est là où c'est complexe. C'est que c'est vrai que dire à quelqu'un, écoute, oui, il va falloir que peut-être que tu me paies aussi pour qu'on crée du contenu ensemble, et notamment avec des golfs. Je peux vous dire que c'est très, très compliqué. Mais maintenant, j'ai ce que je disais tout à l'heure aussi, des vrais retours d'expérience. Et j'ai coutume de dire que mes clients deviennent aussi mes ambassadeurs parce qu'ils s'aperçoivent que certes, il y a un investissement à la base, mais qu'il y a aussi un retour sur investissement qui se met en place au fur et à mesure des contenus vidéo que l'on crée régulièrement. Parce que donc, à la base, il y a deux positionnements qui sont très clairs. Il y a la mise en place, il y a la mise en valeur du golf et notamment des golfs. Donc là, c'est un golf qui va te faire appel à toi pour que tu crées un contenu éditorial qu'ils vont pouvoir, eux, après utiliser pour faire leur propre, se mettre en valeur, quoi, d'une façon ou d'une autre. Il y a, depuis plus récemment, je crois, la mise en valeur des métiers du golf. Donc, ce sont des fournisseurs de services pour les golfs. Ça peut être, je sais pas moi, des fournisseurs de quel type de matériaux, de matériel, par exemple? Oui, de logiciels ou autre. Mais ça, après, c'est un peu plus. Là, tu fais référence justement aux interviews confinées que je réalise depuis le début du confinement, justement. Mais encore une fois, là, c'est à titre gracieux. Alors, pour l'instant,
Mais c'est clair que ça a émergé aussi, enfin, il y a plusieurs idées qui ont émergé pendant cette période de confinement et surtout par rapport aussi au succès que représentent ces interviews confinées. Puisque là, au moment où on se parle, on a fait les stats avec un de mes collaborateurs et on est à peu près à 200 000 vues. Ah oui. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un très très gros impact. Il y a de tous les acteurs, ben justement, comme ils sont confinés, donc c'est aussi un lien qui se renforce notamment par l'intermédiaire de l'Association des directeurs de golf de France, dont je suis partenaire. Et c'est vrai qu'on se remémore donc un mois et demi avant, le week-end du 15 mars, lorsque je décide d'interviewer Denis Fabre, qui est le président de l'Association des directeurs de France et le directeur du golfe de Saint-Cloud. J'étais à 2000 km de penser que j'allais faire 45 interviews à raison d'une interview par jour. C'était absolument pas l'objectif. Mais c'est vrai que je me suis prêté au jeu aussi. Et du coup, j'ai jamais autant travaillé pendant cette période de confinement. Et on voit qu'il y a, enfin, il y a si ce n'est une demande, en tout cas, il y a un besoin et une pertinence. Est-ce que des gens qui ne sont pas forcément dans l'œil des médias, justement, puissent trouver une voie et puissent faire passer leur message et puissent communiquer, tout simplement? Ouais, c'est ça, ouais. Ben, c'est vrai que alors là, on fait référence aussi justement à l'aspect journalistique. Moi, encore une fois, bon, euh, comme je vous disais précédemment, moi, je me sens plus commentateur. Je ne me sens pas présentateur. Voilà, des Hervé Matou ou des Nathalie Yanetta ou même Grégoire qui est encore sur TF1 avec Téléfoot sont de bien meilleurs présentateurs selon moi que moi. Mais c'est vrai que bon, ben, avec peut-être de l'empathie, ainsi de suite, ben, le phénomène prend. Et j'ai un de mes amis aussi qui s'appelle Eric Binetruy, donc, qui est créateur de sites internet pour des golfs, qui a eu la gentillesse de faire un article sur moi, sur le lancement de son média, entre guillemets, donc, qui s'appelle VT Golf News, puisqu'il a une émanation de sa société qui s'appelle VT Golf, avec la création de ces sites internet et qui m'a qualifié d'homme média du golf. Bon, voilà, mais alors je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, mais j'essaie en tout cas d'apporter ma pierre à l'édifice. Et effectivement, je suis dans la réflexion de l'après-confinement avec la création, là c'est peut-être un scoop que je vous livre, mais avec la création peut-être future de pas mal de contenus justement qui vont graviter autour de la filière golf. En tout cas, c'est à l'étude. Et c'est pour ça qu'on fait encore une fois le lien avec ce que j'ai créé précédemment avec Golf Move, comme quoi en fait, ça va peut-être redevenir une émanation différente de ce que j'avais créé au départ avec Golf Move. Alors, on parle de la prise de position finalement sur ce marché. Tu parles l'homme des médias dans le golf. Donc, est-ce qu'il y a des réactions un peu épidermiques justement des médias un peu plus installés à voir émerger comme ça des initiatives? Non, mais c'est qui Attention, ça terrain miné, attention. Ouais. Ouais, ouais, bah, après peut-être, oui, je sais pas. Écoute, moi en tout cas, bon, j'essaie de tracer ma route, encore une fois, en respectant tout le monde, ainsi de suite. Et bien au contraire, moi, j'aimerais bien que ce qu'on dit régulièrement, qu'il y ait une grande solidarité au sein de la filière golf. Malheureusement, c'est vrai que quelquefois, ça reste voilà, ça reste que des mots, quoi. Mais c'est vrai que, bon, encore une fois, je pense que c'est un micro-marché. Il y a très peu d'audience, même si tout le monde est passionné. On ne peut pas avoir une audience très importante comme la majeure partie des youtubeurs que tu dois connaître, Théo, des Cypriens ou autres, qui font tout de suite, tac, ils pushent un contenu, ils font 8 millions de vues en une demi-heure et ils sont rémunérés comme ça. Si vous diffusez vos contenus, je pense que vous le voyez, hein, ça vous prend énormément de temps et puis vous avez 50 vues, 25 vues. 30 vues, ainsi de suite. La boulangère qui va vous dire, ah, ben, tiens, je vous ai vu à la télévision ou quoi. Donc, mais c'est compliqué. Donc, du coup, forcément, il n'y a pas de rémunération possible. Et donc, on est encore une fois dans un cercle vicieux. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Alors, moi, j'essaie une fois de plus de trouver les solutions pour valoriser justement tout ça. Et ça passe forcément aussi par la mise en place justement d'un modèle économique qui va permettre peut-être à l'intégralité de la filière aussi de trouver les ressources en termes d'image et de notoriété par l'intermédiaire du contenu que l'on va créer ensemble. Puis on y reviendra. Et puis pour renouveler aussi un peu
la population de golfeurs, hein, de façon à attirer Oui, un nouveau type de pratiquants. On y viendra tout de suite après. Parce que donc l'émanation la plus récente, donc c'est Golfers Team. Et donc là, c'est Théo Oui. qui va prendre le relais parce que ça le. ouais. Ça t'intéresse, Théo? Ouais, ça m'intéresse vachement. Donc, j'aimerais bien savoir dire en quoi consiste la Golfers Team. La Golfers Team, en fait, c'est des rencontres. Donc, c'est un projet aussi avec des amis. C'est un projet que j'avais en tête pendant de nombreuses années aussi. Parce que justement, au gré, une fois de plus, de mes rencontres dans le milieu du golf et notamment dans l'après-Canal+, ben, je me suis aperçu en fait que les golfeurs, ils n'avaient aucune structure d'accompagnement ou quoi que ce soit, si ce n'est quelquefois leurs agents, mais qui font d'autres choses pour le golfeur, notamment essayer de trouver des partenaires justement pour financer la saison du golfeur professionnel ou très bon amateur comme toi qui envisage de passer pro. Et donc, il y a énormément de lacunes dans le cadre de l'accompagnement du golfeur très bon amateur ou professionnel. Ouais. Et en fait, donc, j'ai un ami qui m'accompagne dans ce projet qui s'appelle Frédéric Brizard. Je te salue, Fred, si tu écoutes aussi cette interview. Donc, qui est le papa, comme ton papa, justement, qui est le papa de Théo Brizard, que tu dois connaître et qui fait partie de la team. Et c'est vrai qu'il y a 3 ans maintenant, lors de la première édition de l'Ops Open de Provence qui se déroule sur le parcours de Pont-Royal, donc à côté de chez moi, Théo gagne les qualifs sur le Ouais. parcours de Servanne juste à côté pour jouer l'Ops Open de Provence, donc qui est une épreuve du Challenge Tour. Et je croise Fred, que je connaissais déjà depuis quelques temps. Et il me dit, bon, Jean-Louis, alors moi, je courais partout parce que je réalisais aussi le reportage sur le tournoi, donc c'était un peu compliqué d'en discuter. Mais il me dit, Jean-Louis, là, bon, je suis le papa de Théo, ainsi de suite et tout ça, mais moi, je l'aide du mieux que je peux, mon fils. Donc, Fred, il faut savoir qu'il est directeur général d'une grosse société sur Aix-en-Provence, à côté d'Aix-en-Provence. Il emploie à peu près 160 personnes. Il a 160 personnes sous sa direction. C'est sa secrétaire qui gère les voyages pour les tournois joués par Théo, tu vois. Donc, bon. Et il me dit, là, bon, j'atteins mes limites, quoi. Moi, j'essaie d'aider mon fils du mieux que je peux. Je finance tout, ainsi de suite. Mais à un moment donné, c'est plus possible. Et donc, ça a ravivé en fait en moi cette idée de projet d'accompagnement. Alors, je tiens bien à préciser tout de suite, nous ne sommes pas les agents des joueurs et des joueuses que l'on accompagne. Donc, c'est vrai que c'est aussi un peu compliqué, mais on décide pour l'instant de vouloir accompagner ces jeunes joueuses et joueurs pour leur permettre, un peu comme tes parents, d'atteindre leurs objectifs et de rester focalisés le plus possible sur leur performance sportive. Parce que tu le sais, être amateur, jouer comme ça, essayer d'atteindre la meilleure performance possible, c'est une chose. Quand tu as aussi l'aspect financier de l'autre côté, et je pense qu'au gré de vos interviews, vous l'avez vécu régulièrement, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce que les golfeurs, ils n'ont pas de budget pour aller jouer ces tournois-là. Et quand ils se disent, oh là là, je suis à un putt, j'ai un putt pour 1 mètre pour faire top 5 qui va me permettre après de financer le tournoi suivant, forcément, tu y penses. Et donc, toutes ces pensées parasites, on va essayer justement de les mettre de côté en leur permettant de financer tout au parti de leur saison et de leur, encore une fois, de les accompagner du mieux possible. Voilà. Donc, et une fois de plus, c'est vrai que pour moi aussi, l'aspect communication et création de contenu et valorisation d'image est super important, puisque les golfeurs, lorsqu'ils enlèvent leur casquette de golfeurs professionnels et qu'ils mettent leur casquette de commerciaux pour essayer justement de trouver des partenariats et financer leur saison suivante, ils vont démarcher des sociétés, mais ils n'ont pas de contenu pour valoriser la notoriété de ces sociétés. Donc, du coup, en fait, on est encore une fois dans un cercle vicieux. Et on va essayer de changer les choses, à notre niveau, une fois de plus. Et justement, tu as dit que vous n'êtes pas les agents des joueurs. Quel est votre rôle? Accompagnant. Mhm. Voilà, c'est pour l'instant. Alors, c'est vrai que c'est Lucas Lévy, un des membres de la team, qui emploie ce terme. Il trouve le projet idyllique. Et c'est vrai, on a peut-être une vision utopique de cet accompagnement-là,
Mais pour l'instant, on ne demande pas de rétribution aux joueuses et aux joueurs. Je remercie encore la marraine et le parrain, Anis Kodal et Raphaël Jacquelin, d'avoir accepté de nous rejoindre dans ce projet-là. Et c'est la preuve, encore une fois, qu'il y a tout à faire dans ce milieu. Mais une fois de plus, on n'a pas envie non plus d'être opposé à ce que met en place la Fédération française de golf avec les pôles ou autres. Voilà, au même titre que ce que mis en place Maxime Demory avec beaucoup de réussite au sein du Saint-Laurent Golf Team. Je pense que, et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui créent des associations pour aider des golfeurs ou autres un peu partout en France à l'heure actuelle. Je pense que c'est aussi un phénomène de société. Voilà, et si on pouvait justement se fédérer pour qu'on puisse voilà, rattacher un petit peu toutes ces bonnes volontés, je pense qu'on irait beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. C'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais de ton changement de statut, en disant, voilà, j'ai vraiment pris conscience que j'étais un entrepreneur, et que tu auras insisté une deuxième fois après en disant, voilà, maintenant je suis chef d'entreprise. Moi, ce qui me frappe ou qui peut me surprendre, c'est de dire, bah, comment ça t'est pas venu avant, je veux dire, cette notion que oui, à un moment, quand on se lance, on est entrepreneur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu présent souvent dans le système français notamment. C'est notamment d'avoir l'habitude de faire des projets de carrière dans un cadre, même avec des ambitions, mais dans un cadre salarié finalement, Oui. où on va devoir s'inscrire dans un système existant et y trouver sa place et y faire son chemin, mais du coup se déconnecter complètement de cette nécessité à un moment de concevoir son propre système, d'aller chercher ses clients, etc., ce qui est vraiment le propre de l'entrepreneur. Et, euh, et moi, j'observe ça depuis quelques mois maintenant dans le monde du golf, où j'ai le sentiment, alors c'est mon sentiment, mais que le monde amateur tendrait à façonner des espèces de fonctionnaires du golf, c'est-à-dire des gens qui vont… il y a un parcours, il y a une fédération qui s'occupe de moi, qui me permet d'aller sur des tournois, je vais faire quelques tournois, je fais mes résultats, j'obtiens mes trucs. Et à un moment, je deviens professionnel et boum, je ne suis plus un fonctionnaire, je suis un chef d'entreprise. Mais personne ne me l'a dit en fait. C'est ça. Mais je m'en rends compte parce que je ne suis pas chef d'entreprise justement. Donc je ne sais parfois pas gérer, je ne sais pas, m'occuper de mon image, je ne sais même pas construire de moi autour une équipe parce que j'ai toujours fonctionné avec les coachs ou les personnes qui se trouvaient sur mon chemin. Et du coup, on a des gens qui sont complètement désemparés par rapport à ce statut, on s'en fout du statut, mais à cette position de dire, bah voilà, maintenant je suis entrepreneur alors que je ne m'étais jamais représenté mon métier ou ma passion dans ces termes-là. Oui, c'est exactement ça. C'est une vision très juste que je partage à 200%, Franck. C'est vrai que, alors, il y a deux aspects selon moi. C'est que le modèle de travail en France est donc vraiment en grande faveur des salariés. Donc, c'est vrai qu'on a un peu peur de l'entrepreneur en France, hein, contrairement aux pays anglo-saxons, où le patron, voilà. Alors, je vous assure, je ne fais pas partie du MEDEF, hein, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et moi, j'ai été des deux côtés de la barrière. Donc, c'est vrai que j'ai été donc salarié d'un grand groupe comme le groupe Canal+, et maintenant, je suis entrepreneur. Et je m'aperçois à l'heure actuelle, d'ailleurs, bon, ma femme est fonctionnaire, que ce sont des mondes mais diamétralement opposés. Là, on est en plein confinement. Je vous dis, donc, je pense qu'à la fin du confinement, j'aurais fait à peu près une cinquantaine au bas mot d'interviews confinées. Je pense que vous le savez, ça représente énormément de travail en termes d'interviews, de préparation, de montage, ainsi de suite. Mais je ne suis pas payé pour ça. Donc voilà, c'est aussi un choix de se dire, voilà, je vais tenter une autre voie et de me dire, j'y crois, j'y vais, je vais mettre tous les moyens pour y arriver, mais peut-être qu'à terme, il n'y aura pas le jackpot au bout ou justement la récompense. Et c'est toute la complexité justement de la vie d'entrepreneur. Et on repense, on réfléchit, voilà, on prend des risques en permanence et on est sans filet.
parce que même si on paie des charges ou autre, on n'a plus le droit à Pôle emploi ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas évident. Et pour revenir justement à la profession de golfeur, c'est exactement le même système. C'est vrai qu'en France, comme c'est un micro-marché encore une fois et qu'il y a très peu de golfeurs, je pense que Théo, tu as appris un peu sur le tard, mais en étant assidu, passionné, tu as très vite gravi les échelons à être un très bon amateur. Et forcément, dans ton club de golf respectif, tu fais partie des meilleurs. Donc, du coup, tu es un peu porté au nu par tous les autres membres et tu es un peu donc, dans ta zone de confort en quelque sorte. Voilà. Hein, donc, et du coup, tu ne vas pas essayer d'aller plus loin ou tu n'as peut-être pas les personnes qui vont te dire il faut que tu vois plus loin. Et c'est ça un peu le problème. Il y a énormément d'amateurs, effectivement, qui végètent, alors qui sont très bons joueurs amateurs, qui ambitionnent de passer professionnels, qui se disent allez, bon, ben, je vais aller sur le Pro Golf Tour ou l'Alps Tour ou ainsi de suite, mais qui n'ont pas forcément les moyens, qui ne sont pas forcément structurés mentalement pour se dire je vais faire ça. Ils sont peut-être meilleurs que d'autres, mais ils ne vont peut-être pas y arriver. Donc, ils ont peut-être un plus gros potentiel. Et c'est là où la difficulté, et c'est vrai que c'est Alain Alberti aussi qui nous accompagne également dans le projet de Golfers Team, qui est l'entraîneur de très longue date de Raph Jacquelin, qui entraîne aussi Pauline Roussin-Bouchard, Théo Brizard ou encore Lucas Lévy, qui nous dit régulièrement ils ont tous un potentiel, mais peut-être qu'ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont pas tous y arriver. Le point dont on parlait tout à l'heure, on parlait de business model. Et moi, c'est la question que je me pose mentalement quand je rencontre un joueur de golf comme Théo. C'est la question qu'on s'est posée pour Théo. C'est quoi ton business model? Comment ton système va-t-il fonctionner pendant les 3, 4, 5, 6 ans où tu vas jouer au mieux sur des circuits satellites où tu ne vas pas gagner ta vie en fait? Et de quelle façon tu rends ça possible en ayant justement un système qui va permettre que ça dure? Parce que sinon, au bout d'un an, 2 ans, il va falloir raccrocher et puis faire autre chose. Et ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas toujours, enfin, qui est même très souvent absent. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est exactement ça. Et j'ai un exemple frappant en tête. C'était quand il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je couvre aussi une épreuve du Alps Tour à Saint-Malo, qui est devenue mixte maintenant, le Saint-Malo Mixed Open, mais c'était la dernière édition du tournoi masculin, donc le Saint-Malo Golf Open à l'époque, qui est une épreuve du Alps Tour. Et il y a un très bon joueur qui s'appelle Thomas Grava, qui est originaire d'ailleurs du sud de la France et qui a joué à Pont-Royal, qui était environ dans le top 10 de l'Alps Tour. J'ai eu une longue discussion avec lui et Thomas, d'ailleurs, a arrêté sa carrière professionnelle. Il m'a dit c'est bon, moi j'arrête, j'en peux plus. C'est plus possible. Voilà, je fais top 10, je fais 6e, je me retrouve avec 600 €, j'ai pas de budget, toujours à l'arrache, ainsi de suite. Voilà, et il a arrêté. Alors, je pense qu'il est toujours très bon joueur de golf, mais il n'a pas pu aller au bout justement de son projet. Donc, il faut vraiment que tous les jeunes golfeurs, et notamment aussi toi, Théo, vous preniez conscience que vous êtes à la tête de votre propre entreprise. Donc, il faut tout mettre, tout tenter pour justement réussir le projet sportif, mais que le projet économique aussi et le projet dans son ensemble est tout aussi important que le projet sportif. Et c'est là où c'est complexe. Et c'est vrai que le golf, contrairement à d'autres sports comme le tennis par exemple, j'avais il y a quelques années rédigé un article sur Victor Dubuisson, et qui est pour moi un talent en l'état pur, mais qui a sa propre personnalité. Et j'avais fait une référence par rapport au monde du tennis. Imaginez les tournois du Grand Chelem, en demi-finale, vous n'avez pas Andy Murray, alors Andy Murray est blessé maintenant, mais vous n'avez pas un Djokovic, vous n'avez pas un Nadal, vous n'avez pas un Federer, vous n'avez pas les 4 meilleurs joueurs du monde dans ces demi-finales-là. Ça n'arrive pratiquement jamais au tennis. Au golf, ça peut pratiquement arriver toutes les semaines. Voilà. Donc, il faut se dire que potentiellement, les 120 joueurs qui sont au départ du tournoi, ils ont tous une réelle chance de gagner le tournoi. Voilà. Et au plus tu vas t'approcher du très très haut niveau mondial, et au plus ce sera le cas. Donc, c'est vrai qu'après, il faut se structurer tout autour de ça. Et oui. Alors, attends, il y avait une question. On n'a pas encore fait tout le chose. Alors, je ne sais pas si je suis trop bavard, je suis désolé, mais bon. Non, c'est très bien. Mais on va revenir sur la Golfers Team. J'avais demandé quel est ton rôle. Moi, je vais demander
Déjà, de qui est composé ce groupe? Vous êtes 6? Oui. On est chez les joueurs, tu veux dire? Ouais. Oui. Donc, alors, on a marraine Anis Caudal. Mhm. Chez les filles, on a Pauline Roussin-Bouchard qui est numéro 1 mondial amateur. Nous avons Lucie Malchiran qui est aussi top 10 mondial amateur. Et Anaïs Messonnier qui est une très très bonne joueuse professionnelle qui a suivi notre cursus, qui est passé pro très jeune. Et chez les garçons, donc, on a parrain Raphaël Jacquelin. On a Théo Brizard, donc, qui est encore amateur et qui a obtenu une full catégorie sur l'Alps Tour cette saison. Et Lucas Lévy. Voilà. Et on avait aussi alors, Jérôme Lando Casanova, qui est un ami, mais comme il a un agent justement donc, qui l'accompagne, donc on a décidé d'un commun accord que Jérôme prenait un peu de recul justement au sein de la structure. Et on va notamment accueillir un autre joueur amateur dans les prochaines semaines. Voilà. D'accord. Et en fait, quand les joueurs rentrent dans ce groupe, qu'est-ce qu'ils attendent de vous en, concrètement? Bah, ils attendent. En fait, c'est un projet aussi que l'on construit au fil des semaines tous ensemble. Donc, à la base, ils ont été séduits par le projet hein, qu'on leur a présenté. Et ensuite, ben, c'est une émulation, c'est un esprit d'équipe. C'est vrai que le golf est un sport individuel de base. Mais on se sent souvent très seul, confronté à ses propres réflexions, à ses propres peurs un petit peu. On est très souvent en déplacement, donc c'est pas évident. Et là, le fait en fait d'être rattaché au sein d'une équipe, on a un groupe WhatsApp dédié donc où tout le monde est présent. Eh bien, ça crée une émulation, ça crée des échanges, ainsi de suite. Et puis après, il y a la partie aussi communication où on crée du contenu très régulièrement. Et est-ce que, alors tu dis que vous n'êtes pas agent, d'abord en France le métier d'agent est réglementé, est-ce que vous avez Tout à fait. vocation à le devenir ou est-ce que vous n'avez vraiment pas du tout l'intention d'aller dans cette direction? On ne sait pas encore. Honnêtement, alors on a un credo au sein de Golfers Team. C'est on ne veut pas imposer, on veut proposer. Donc quelqu'un qui entre dans Golfers Team, donc déjà on le coopte, on fait le choix de lui proposer de rentrer dans Golfers Team. Donc c'est un choix spécifique de notre part. Et ensuite, s'il a un coach, s'il a un préparateur mental, un préparateur physique, ainsi de suite, donc qu'il est bien structuré au sein de sa progression, on ne remet absolument pas en cause ce système-là. Bien au contraire. En revanche, s'il émet le souhait d'avoir un autre avis technique, ben, on pourra peut-être aussi voilà, partager nos carnets d'adresses, nos relais respectifs et lui proposer justement des rendez-vous avec certains spécialistes ou experts dans le domaine spécifique qu'il réclame. Vous fixez une limite en termes de joueurs, en termes de nombre de joueurs que vous estimez pouvoir accompagner efficacement ou est-ce que c'est au gré des opportunités, des rencontres? Après, il y a deux aspects en fait. Donc, il y a l'aspect de la team. Donc, encore une fois, comme je le disais, où on décide d'accompagner les joueuses et les joueurs qui font partie de la team. Et après, il y a l'aspect plus JLT Factory, où moi, je suis intimement convaincu que tout ce qu'on a mis en place en termes de stratégie de communication et de visibilité pour les joueuses et les joueurs de la team va devenir la norme très rapidement dans l'univers du golf. Donc du coup, et c'est encore une fois le cas peut-être aussi avec Jérôme Lando Casanova, typiquement, avec son agent, peut-être qu'ils passeront par JLT Factory en termes de prestations pour créer du contenu en vidéo pour valoriser l'image de Jérôme. Voilà. Donc en fait, il y a un peu cet aspect passerelle qui peut être aussi intéressant et qui va certainement évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est vrai que bon, tout est arrêté puisqu'on vit la crise du Covid actuellement. Donc, il n'y a pas de tournoi, il n'y a rien. C'est aussi une sorte d'accélérateur pour nous puisque comme dans le cadre des interviews confinées, eh bien, on a pris le parti de faire des interviews avec tous les joueurs et joueuses de la team pendant cette période-là. Et donc, forcément,
ça a encore plus amplifié le phénomène. Et j'imagine que vous aussi, peut-être, vous avez suivi les interviews de Pauline ou autre, ou de Théo. Et ça permet justement de se dire, bah, tiens, voilà, Théo, toi, tu es un jeune amateur. Ben, mets-toi à la place de Théo Brizard aussi. C'est vrai que bon, il est top 30 amateur français, mais je pense qu'aucun amateur français de la sorte n'avait eu à l'époque autant d'interviews ou autres, ou un suivi aussi approfondi en termes de suivi médiatique. Et j'avais une autre question, mais elle m'a échappé. C'était sur… non, c'est pas grave. Pardon? C'est sur comment se fait la… Ah oui, non. La structure du team. Donc, il y a toi, il y a Alain Alberti et il y a d'autres personnes qui… Alors, Alain n'est pas au sein de la team officiellement, hein, donc il est intervenant puisque, comme je le disais tout à l'heure, il coach beaucoup de joueuses et de joueurs de la team. Donc, il est très proche, hein, forcément, de la team, et puis il y croit aussi de manière très forte. Donc, il y a Fred Brizard aussi qui est présent, donc qui est le papa de Théo Brizard, qui est très présent aussi au sein de l'organisation et de la gestion de l'équipe. C'est d'ailleurs avec lui que je fais la majeure partie de nos rendez-vous commerciaux en présentation justement avec des marques, puisqu'il faut savoir aussi que voilà, on est en pourparlers depuis de nombreuses semaines avec certaines grosses sociétés qui voient qui sont très intéressées par le projet. Et on espère justement que dans les prochains mois, on pourra annoncer quelques partenariats pour justement permettre de pouvoir accompagner au mieux les joueuses et les joueurs de la team lors de la saison 2021. Voilà. Après, il y a Raphaël Armand, qui a été donc l'ancien caddie de Gladys Nocera, qui connaît très très bien le monde professionnel et qui a travaillé aussi pendant de nombreuses années chez Callaway, donc qui travaille aussi avec nous. Et puis, il y a Loïc Maillolet qui travaille au sein de ma structure JLT Factory, qui est donc plus dans la création de contenu, le community management au sein de la structure. Il faut savoir aussi que pour nous, encore une fois, c'est un projet vraiment entrepreneurial dans un premier temps, mais Golfers Team est pour l'instant une association. Donc, c'est une association de compétences et de vision. Il y a aussi un avocat qui nous suit. Il y a mon expert comptable qui apporte aussi son expertise, ainsi de suite. Voilà. Tous ces gens-là sont passionnés de golf, croient à 2000% au projet et décident justement de nous accorder du temps pour l'instant, bénévolement, pour essayer d'arriver le plus vite à ce que ce projet puisse grandir. Et la finalité, c'est qu'on puisse justement épauler au mieux les joueuses et les joueurs de la team. Super. Oui, c'est ça la question qui m'avait échappé tout à l'heure. Tu as évoqué un service de création, de support visuel, etc. Tu as un catalogue qui existe déjà, que tu es prêt à proposer à n'importe quel joueur ou à n'importe quel… Non. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait sur la base de discussion et puis on… Ouais, c'est quelque chose qui se fait sur la base de discussion. Après, j'ai des idées bien précises en tête. Et d'ailleurs, c'est vrai que, voilà, encore une fois, s'il peut y avoir ne serait-ce qu'un bénéfice de cette période de confinement, je pense que c'est l'émergence et l'avènement de la visioconférence. Et donc, du coup, par exemple, les visioconférences vont nous permettre d'accompagner au mieux aussi les joueuses et les joueurs de la team lorsqu'ils vont reprendre le cours de leur saison respective. Notamment, je pense à Pauline, par exemple, qui va retourner dans sa fac aux États-Unis. Et on pourra beaucoup plus régulièrement, justement, faire des interviews avec Pauline pour revenir sur ses performances au sein de sa fac. D'accord. Alors, justement, tu as encore… Non, c'est bon? Non. Alors, on va sortir de ce… par la porte ou par la fenêtre, mais on va sortir de ce confinement. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, on va en sortir. L'après-confinement, c'est plein de risques et plein d'opportunités, notamment pour le domaine du golf. J'aimerais bien qu'on utilise le temps qui nous reste pour le prendre justement point par point. D'après toi, quel peut être l'impact de cette après-crise sur la vie des golfs, toi qui es en contact direct avec eux et qui leur propose du contenu justement pour se mettre en valeur et se vendre mieux, quel impact tu sens sur la vie des golfs, sur le fonctionnement des golfs? L'impact, il va être très important. Alors forcément, vous le savez certainement, mais il y a plusieurs catégories de golf aussi. Il y a plusieurs modèles économiques.
au sein des golfs. Tu as les golfs associatifs qui normalement donc, perçoivent une cotisation en début d'année, qui ont logiquement donc, encaissé déjà ces cotisations donc depuis plusieurs mois. Et cet appel à cotisation va leur permettre de passer plus ou moins facilement cette crise. Après, forcément, il va peut-être y avoir aussi des négociations avec les membres qui n'auront pas joué pendant 2 mois, qui vont peut-être avoir besoin aussi d'avoir voilà, un dédommagement ou autre. Bon, ça va être une négociation, je pense, de gré à gré. Donc ça, c'est pour la partie des golfs associatifs qui ne devraient, entre guillemets, encore une fois, et au conditionnel, pas trop être impacté par la crise que l'on traverse actuellement. Ensuite, il y a la partie des golfs commerciaux. Là, forcément, c'est très compliqué parce que les golfs commerciaux aussi ont des membres qui paient leurs cotisations généralement en début d'année ou donc c'est échelonné. Et forcément, il y a des membres qui n'ont peut-être pas encore pris leur cotisation au sein de ces clubs-là. Donc, ça va être très compliqué. Et puis, il faut savoir aussi que contrairement à d'autres structures sportives, et ça, je pense qu'on l'a très bien dit dans plusieurs interviews que j'ai menées ces dernières semaines, c'est que les structures de golf donc, fonctionnent comme de véritables entreprises. Donc, elles ont un chiffre d'affaires, elles ont du personnel, que la majeure partie des greenkeepers donc, ont été employés pendant cette période et il n'y a pas eu de rentrée d'argent. C'est pas un Donc, restaurant, on ferme pas la porte et on réouvre exactement. après. Quoi. Voilà, exactement. Donc après, il y a eu beaucoup de membres du personnel en chômage partiel, en chômage total. Voilà, il y a eu du télétravail, mais c'est vrai qu'il y a eu un impact énorme sur le modèle économique des golfs français. Ça, c'est une certitude. Ensuite, moi, de ce que je sais, c'est que donc ils vont justement essayer de quantifier l'impact global de la perte de chiffre d'affaires cumulé pour la filière golf en France et ils vont essayer justement d'entrer en négociation avec le ministère du budget, notamment des finances, pour essayer peut-être de trouver des solutions et essayer au minimum de minimiser au mieux cet impact financier. Mais quoi qu'il arrive, moi, personnellement, je pense que les golfs ne pourront pas récupérer le manque à gagner des 2 derniers mois, ça c'est sûr. Alors, au-delà des golfs, sur le marché du golf, c'est-à-dire les équipements, enfin tous ceux qui vivent du golf autour des golfs, quel impact tu entrevois? Il va être forcément très important. Je pense notamment aux pros enseignants qui sont pour la plupart en profession libérale. Ça va être très compliqué. Après, je sais que dans les chaînes YouGolf ou Blue Green, donc ils sont salariés. Donc, bon, l'impact devrait être minime pour eux, même s'ils ont certainement subi du chômage partiel. Mais c'est vrai que pour les pros enseignants profession libérale, ça va être forcément très compliqué, d'autant plus que les mesures sanitaires vont être encore plus contraignantes à l'avenir. Et donc, ça va pas être évident. Donc, je pense que voilà, ça va être assez délicat pour eux. Il va falloir peut-être aussi repenser les méthodes d'enseignement, essayer de trouver de nouveaux modèles, justement, d'autres méthodes aussi. Et peut-être un nouveau modèle économique, pourquoi pas. Et après, bon, pour tout l'ensemble de la filière, notamment les équipementiers et les magasins de golf, forcément, ça va être très compliqué aussi. Parce que pour eux aussi, pendant 2 mois, ils n'ont pas eu de chiffre d'affaires, ils ont des charges, il va falloir relancer tout ça et ça va être forcément pas évident du tout. Juste une parenthèse avant que Théo pose sa question. Le service que tu proposes de mise en valeur d'un joueur pro, etc., est-ce que tu as déjà envisagé de le faire pour des pros, justement, des enseignants? Est-ce que ça s'est peut-être déjà fait d'ailleurs? En fait, je le fais déjà. Je parlais de Dominique Laretsch tout à l'heure. Je réalise toutes les vidéos des leçons, des conseils de Dominique Laretsch, en fait, au golf du Médoc Resort. Donc oui, moi, je crois fort à ça parce que ça devient aussi un outil médiatique et de valorisation de l'image et du savoir-faire du pro enseignant. Alors, dans cette période de confinement, on voit tout fleurir sur la toile, hein, c'est vrai. Donc, l'enseignant avec son iPhone, ainsi de suite, le truc, le cours, bon, voilà, avec plus ou moins de succès et aussi de professionnalisme. Mais oui, je pense que ça peut être aussi une voie. Après, ça va être en fonction de la demande. Voilà, honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je vais creuser naturellement. Mais alors, en revanche, c'est un service que je propose déjà avec les golfs avec lesquels je travaille.
Voilà, parce que je pars du principe que le pro enseignant du golf avec lequel je collabore a aussi une image à faire valoir et donc réaliser du contenu avec lui, c'est très important aussi parce que ça permet pour le golf de renforcer le lien d'appartenance des membres avec justement leurs enseignants. Donc, le fait que les enseignants proposent des petits tutos vidéo à estampiller par le golf, je pense que c'est super intéressant. Et on a déjà fait ça justement avec le YouGolf Avignon-Châteaublanc, par exemple. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Super. Et quel va être l'impact sur le fonctionnement des circuits pro? Il va être énorme. Il va être énorme, notamment pour le circuit européen, je pense, et pour les circuits satellites. Voilà, donc après, les circuits féminins, le LPGA, je pense que bon, même si, alors je vais interviewer Karine Hichet là prochainement, donc elle m'en dira un petit peu plus, mais je pense que voilà, le PGA Tour et le LPGA sont deux circuits vraiment dominants chez les garçons et chez les filles. Donc, bon, forcément, il va y avoir des pertes. Il va y avoir aussi peut-être un autre modèle économique qui va voir le jour. Mais je pense que peu ou prou, il devrait s'en sortir. Le circuit européen, je suis très inquiet parce qu'il était déjà moribond avant et ça risque d'accentuer encore un peu plus la suite. Je pense que comme les 10 European Tour, pour moi, c'est qu'une question de temps pour qu'il y ait un rapprochement entre le PGA Tour et le circuit européen. Et après, quid des circuits satellites, notamment du Challenge Tour, voilà, qui est rattaché aussi directement au circuit européen, mais surtout du Pro Golf Tour, de l'Alps Tour, de tous ces circuits satellites qui gravitent un peu partout en Europe. Forcément, ça va être compliqué. Sachant qu'en plus, encore une fois, il y a aussi la problématique des voyages. Encore un secteur qui est durement touché justement par cette crise. J'ai justement interviewé, et c'est en ligne aujourd'hui, Alexis Dupont, qui est le directeur général de Golf Plus Voyage. Et c'est vrai que pour eux aussi, c'est super compliqué. Et il faut savoir qu'après, donc, un tournoi de golf, avec des étrangers qui viennent des quatre coins de la planète pour jouer le tournoi, forcément, avec l'impact du Covid-19, peut-être qu'ils seront en quarantaine pendant 15 jours avant de jouer le tournoi, ainsi de suite, qu'ils ne pourront pas rentrer ou autre. Enfin, bon, voilà, ça va être vraiment un casse-tête, quoi. Donc, peut-être qu'il y aura une réémergence de ce qui se faisait il y a quelques années avec des circuits nationaux. C'était le cas à l'époque avec justement l'Alliance Golf Tour qui existait pendant de nombreuses années en France. On va avoir un appel avec eux ce soir et ça fait à peine quelques jours que tout le monde du golf français pro commence euh, à voir ça. C'est qu'il y a le Win Tour. Je ne sais pas si tu es au courant. Non, Win Tour, c'est un nouveau tour qui a ouvert sa page Instagram il y a 3 jours, donc c'est tout nouveau. Mais c'est un d'accord. tour national qui va ouvrir ici en France. D'accord. Ouais. Ben, tu me l'apprends, tu vois. Oui, ben voilà, un scoop. Tu nous as donné un scoop. Super, Voilà, parfait. échange de bons procédés. Mais c'est marrant parce que c'est une question parce que moi je suis un peu, je suis un peu dans cette préoccupation-là et je comprends en arrivant dans le monde du golf que je suis un peu décalé par rapport à ça. Mais je posais souvent des questions à nos invités de la vision du golf dans 5-10 ans, l'impact, peut-être des évolutions géopolitiques et souvent, voilà, ma question n'était pas forcément celle qui relevait le plus l'attention de mon invité quand je la posais, à savoir qu'on sentait les acteurs du golf peut-être très loin de tout ça, de cette préoccupation. Et là, on est du coup rattrapé de plein fouet, parce qu'il de mon point de vue, il y a un an, on pouvait déjà se poser la question du voyage. Est-ce qu'on pense vraiment qu'il y a un modèle comme ça, on parlait de business model tout à l'heure, on va pouvoir garder un business model qui consiste pour des joueurs à voyager partout dans le monde pour aller jouer 4 jours au golf, là où on parle de réduire les voyages en avion, etc., etc. Alors ça, on peut se dire que c'est peut-être des considérations écolo, radicales, mais là, on est dans une autre question qui va peut-être effectivement réduire drastiquement les voyages dans les 18 prochains mois, et on en revient à ce que tu disais, peut-être effectivement faire réémerger des circuits locaux, peut-être où aussi on accepte de gagner moins d'argent, mais que plus on gagne,
C'est-à-dire qu'il n'y ait pas 4 millions de dollars pour le vainqueur, mais que chacun arrive, il y ait peut-être 500 ou 600 joueurs qui arrivent à gagner leur vie confortablement en jouant au golf. Enfin, tous ces questionnements-là qu'on aurait pu se poser il y a un an pour des raisons peut-être un peu plus, j'ai envie de dire, philosophiques, éthiques ou autres, que là, on est bien obligé de se poser pour des questions très, très pragmatiques, pour le coup, savoir si sinon ça ne peut pas continuer comme ça, quoi. Ah non, mais c'est sûr, moi je te rejoins absolument sur ce point. Le seul inconvénient, c'est que forcément, il y aura de moins en moins de place pour les joueurs et les joueuses. Parce que voilà, admettons le PGA Tour et le LPGA donc, sont déjà les circuits dominants chez les filles et chez les garçons. Donc, ils vont jouer régulièrement aux États-Unis, même si le PGA Tour a une stratégie globale, voire mondiale, avec justement les émanations et les créations récemment du PGA Tour America, of China, en Amérique du Sud ou autre, ce qui est un petit peu aussi justement avec le rapprochement avec le Ladies European Tour, l'objectif du LPGA. Mais c'est clair que ça va poser aussi un problème avec les déplacements. Ça, c'est sûr. Et ça va devenir encore plus contraignant parce que bon, là, on est dans un flou artistique avec le Covid, mais a priori, il devrait perdurer. On va peut-être avoir donc du Covid aussi l'année prochaine ou autre. Donc voilà, il prévoit peut-être encore des périodes de confinement. Ça va être un casse-tête sans nom, quoi. Donc forcément, ça va être extrêmement compliqué. C'est sûr. Et puis, l'Alps Tour, par exemple, donc, est un circuit qui se joue régulièrement en début de saison en Égypte, le Pro Golf Tour au Maroc. Voilà, là aussi, ça va être délicat. Donc, et ensuite, il y a le modèle économique de ces circuits-là qui s'appuie aussi sur des partenaires locaux ou internationaux. Est-ce que les sociétés vont être en capacité, encore une fois, de pouvoir accompagner ou de renchérir sur la visibilité et l'accompagnement en termes de communication et de marketing de ces circuits? Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui fait que forcément, bon, je pense que les journées de Keith Pelley, par exemple, le directeur exécutif du circuit européen, sont bien remplies en ce moment, quoi. Oui, et tu évoques les circuits satellites, alors même que leur modèle économique, il est loin d'être évident, puisque Ah non, mais c'est sûr. on sait que les joueurs ne gagnent pas leur vie en allant gagner de l'argent sur les circuits Tout à pro. C'est fait. quand même assez, voilà, assez curieux comme raisonnement, de dire c'est Ouais. professionnel, tu gagnes de l'argent, mais on sait que quoi qu'il arrive, à part peut-être pour les 5 premiers, l'argent que tu as gagné t'a pas permis de payer les frais qui t'avaient permis d'être là, quoi. Ouais, c'est le cas, ouais, non, mais c'est clair. Et c'est le cas aussi pour le Challenge Tour, hein, ou le Let Access, la deuxième division féminine européenne. Les filles et les garçons sur le Challenge Tour ne parviennent pas à vivre décemment par rapport aux gains générés. Donc, c'est très compliqué. Après, voilà, soit il va y avoir une refonte effectivement avec peut-être moins de place. Donc, encore moins de place aussi pour ceux qui émergent des circuits satellites. Et peut-être qu'il faudra être encore plus fort justement pour se frayer un chemin dans ces différents circuits-là. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et puis, je pense aussi, là, normalement, bon, moi, je suis assez proche aussi de Marc Fary, qui est sur le Stacher Tour, le circuit senior européen. C'est pareil, bon, on va certainement en discuter avec Marc prochainement, mais il y a aussi les circuits seniors aussi qui sont impactés. Donc après, cela dit, c'est aussi propre au golf. Il faut savoir quand même que le golf est un sport vraiment anglo-saxon. Certes, c'est une passion mondiale, c'est le sport individuel le plus pratiqué au monde, mais c'est quand même un sport qui a une vraie économie dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis. Ouais. Donc, du coup, ce n'est pas pour rien que le PGA Tour voilà, est la mecque et l'objectif suprême pour tous les golfeurs, y compris les golfeurs français. C'est parce que l'argent est là-bas et il est de moins en moins en Europe. Là, avec le système des Rolex Series mis en place par le circuit européen il y a quelques années, c'était intéressant. Est-ce qu'ils vont pouvoir parvenir à le conserver? Là, j'en doute pas mal, je ne sais pas. Mais on observe, parce que tu t'es jamais vraiment penché sur le sujet, mais on observe la même chose avec le tennis finalement, où on découvre, pour ceux qui étaient un peu loin de ce milieu, on découvre que sur 700 joueurs professionnels à l'ATP, il y en a 200 qui gagnent leur vie, quoi. Oui, bien sûr, non, mais c'est clair.
peine. C'est bien. Et donc là aussi, peut-être des questions à se poser sur ces systèmes qui, voilà, qui brassent pourtant beaucoup, beaucoup d'argent. Voilà. Non, mais c'est sûr. Moi, je te rejoins à 200%, Franck. Après, on parlait de sport américain au départ avec la NBA. Peut-être que, effectivement, le sport spectacle à la sauce américaine va devenir la norme partout dans le monde. Parce qu'à un moment donné aussi, voilà, OK, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, ce sont des phénomènes. Mais il y a une rémunération qui est complètement dingue, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est pas évident. Après, effectivement, il génère aussi une économie colossale autour d'eux. Donc, il faudra peut-être repenser tout ça, effectivement. Mais c'est sûr que tous les autres sports, que ce soit l'haltérophilie, l'escrime, ainsi de suite, pour la plupart, tous ces athlètes-là sont très performants dans leur discipline et ils sont obligés d'avoir un travail à côté. Ah oui, ils ne se posent pas la question, ils ne gagnent pas d'argent, donc ça va pas. Voilà. Hein. Non, mais voilà, mais bon, mais toujours est-il qu'ils doivent quand même, ils ont quand même aussi des rêves olympiques, ainsi de suite, ou autres. Donc, c'est vrai que c'est le mode de fonctionnement global, je pense, du sport business dans son ensemble et aussi du sport professionnel qui devra peut-être être repensé avec la suite et les conséquences de cette crise que l'on vit actuellement. Oui, effectivement, Théo me soufflait. On interviewait la semaine dernière Alexandra Recchia, 5 fois championne du monde de karaté, Oui, qui gagne pas sa vie avec le karaté. oui, oui, non, mais Elle est ça ne obligée m'étonne d'avoir pas un travail, malheureusement. et c'est le cas de beaucoup de sports. Alors, justement, on l'évoquait, et puis ce sera notre dernier sujet, parce qu'après, il va falloir Oui, qu'on te laisse, parce que tu as une Ça autre. ouais, désolé. Ouais. Le e-sport, justement, on parlait du sport business, enfin du sport entertainment. Le e-sport, et notamment dans le golf et les nouvelles formes de golf. Tu y crois? Tu crois qu'effectivement, pour perdurer, pas seulement avec la crise, mais pour perdurer et pour s'inscrire vraiment dans l'évolution du monde tel qu'il est en train d'évoluer, on va devoir aller vers d'autres formes de golf? Peut-être notre modèle de golf, oui, avec des compétitions au format différent, peut-être sur 9 trous, peut-être sur 6 trous. Voilà, il y a le Golf Sixes qui a été justement lancé par le circuit européen. Pourquoi pas? Le mix stroke play, match play aussi, pour avoir plus une notion Oui. de match et sortir de la notion de. Ouais, non, mais c'est vrai que il y a eu des initiatives qui ont été plutôt des réussites, hein. Le tournoi organisé en Belgique avec justement cette phase de 2 tours et ensuite match play. Moi, je trouve ça intéressant. Après, c'est vrai que ce sera compliqué aussi là encore une fois, je me place en tant que diffuseur. Ce sera compliqué aussi pour les chaînes de télévision d'avoir tout le temps ce format-là. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas évident de passer 6 ou 8 heures par jour devant sa télé ou voilà, à suivre l'intégralité des tours et du circuit américain et du circuit européen. Donc, effectivement, il faudra peut-être trouver d'autres modèles ou penser à d'autres idées. Ça peut être aussi des concours, hein, pourquoi pas, avec justement le plus près du drapeau ou ainsi de suite. Enfin, je ne sais pas, hein, je pense que toutes les idées seront bonnes à être étudiées. Il y a Alors, eu ça, aussi l'émergence de cette fameuse ligue fermée là, avec les meilleurs mondiaux qui a été un peu tuée dans l'œuf par les refus de McIlroy et consorts. Ouais, moi je suis assez d'accord avec eux, avec leur refus, parce que ça ne peut pas être que les meilleurs tout le temps ensemble, quoi. Voilà, sinon, effectivement, après, il y a plus de possibilités pour les autres. il y a cet éternel débat dans le foot, hein, où ça fait des années et des Ouais, années qu'il est proposé d'oublier, enfin, de laisser de côté les championnats nationaux, de faire sortir les 16 meilleurs clubs d'Europe, et puis voilà, ils se rencontrent tous les ans, et puis on fait une Champions League complètement ouais, fermé, ouais. direct. Et puis après, voilà, le reste, c'est du sport. Ça, c'est du fun, c'est du show, Ouais. et c'est ce que les gens veulent voir à la télévision, quoi. Ouais, mais après, c'est compliqué parce que nous, en Europe, justement, et dans d'autres parties du monde, je pense notamment à l'Amérique du Sud, puisque j'ai été aussi pendant de nombreuses années commentateur de championnats sud-américains de foot.
Bon, honnêtement, je ne vois pas comment on peut faire émerger un championnat des provinces comme ça se fait dans l'hémisphère sud de rugby, par exemple, dans le football. C'est vrai qu'encore une fois, le modèle américain avec leur ligue fermée, Sport Entertainment, voilà, est parfaitement géré. C'est aussi le cas dans le sport universitaire, mais encore une fois, C'est alimenté par le système universitaire. oui, exactement. Mais encore une fois, on n'a pas la même approche du monde du sport en France. Alors, ce sont beaucoup des associations, ainsi de suite. Alors, moi, après, c'est vrai que j'ai d'autres idées justement pour le sport en général, dans l'approche justement aussi média, création de contenu. Parce que je pense que une des suites aussi du Covid, c'était déjà le cas avant, c'est que tous les clubs de sport amateurs vont avoir de plus en plus de difficultés à financer leur saison. Donc, avec les baisses des dotations de l'État, des collectivités territoriales, c'était déjà le cas ces dernières années. Ils devaient de plus en plus se tourner vers le privé pour financer ou combler le manque à gagner. Et forcément, eh bien, les sociétés vont avoir encore plus besoin de retour sur investissement, d'images, d'hospitalité aussi dans le cadre des matchs pour justement justifier leur investissement dans le financement de ces clubs-là. Donc, voilà, je pense que ça ouvre le champ des possibles aussi. C'est peut-être aussi comme la mondialisation dans laquelle on a vécu ces 20 ou 30 dernières années. On arrive à son paroxysme et il va falloir peut-être repenser l'économie globale en général, sans philosophie. Hein. Voilà, Ouais, mais bon, non, mais vrai c'est que… clair, c'est une approche très pragmatique de dire comment on fait pour, même si on veut continuer, comment on fait pour continuer. Ouais, exactement. Voilà. Moi, bon, on a la chance de vivre, voilà, comme je le disais, à côté d'Avignon. C'est vrai que c'est un des greniers de la France et il y a plein de producteurs de fruits et légumes locaux à côté de chez nous. Et c'est vrai qu'on se fournit très facilement en fruits et légumes chez nous, euh, directement chez le producteur. Donc voilà, hein, on va voir. Hein. Retrouver le sens des choses, j'ai envie. Oui, c'est ça. C'est Dernière ça, c'est question ça. pour conclure. Dernière question pour conclure. Allez. Quels sont tes conseils à des jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans un projet professionnel golfique? Les conseils, croire en soi. Je sais que c'est pas tout le temps évident, qu'on passe aussi par des moments de gros doutes, hein, forcément, mais il faut y croire. Ne pas se leurrer aussi, c'est être bien conscient de ses capacités et ne pas se voiler la face, quoi. Donc, se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment le potentiel? Et là, je pense peut-être plus à tes entraîneurs qui te suivent au quotidien pour bien évaluer ton potentiel et que tu te dises, OK, j'ai peut-être le potentiel à l'heure actuelle. Alors, c'est difficile aussi de se projeter, mais j'ai peut-être le potentiel effectivement pour embrasser une carrière professionnelle dans ce sport et se dire que bon, le chemin va être très long, très difficile, mais qu'il faut y croire. Et puis, bon, je pense que tu es très bien soutenu aussi par ta famille, par ton papa, ta maman, ton petit frère. Et ça aussi, c'est une vraie richesse, c'est une vraie force. Donc voilà, en tout cas, non, je pense que c'est super important, mais comme on le disait tout au long de cet entretien, il faut ne rien laisser au hasard. Voilà, essayer d'être le plus structuré possible, y compris dans tous les autres aspects qui vont régir ta future carrière professionnelle. C'est super important. Très bien. Super, merci pour ce mot de la fin et bon courage.